messieurs, bienvenue dans ce numéro de Stop Covid consacré sur les enjeux économiques face aux impératifs du coronavirus. Et notre technicien pour décortiquer la matière est un économiste, professeur de surcroît, professeur Tungi Lakama. Bienvenue à vous. Merci, madame. Vous êtes vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Vous nous faites l'honneur de répondre à notre invitation. Alors, de l'épidémie à la pandémie, il y a eu des contraintes qui arrêtent l'humanité. C'est exact. Je pense que c'est dans toute l'histoire de l'humanité la première fois que, comme ça, des impératifs sanitaires s'imposent à tous les autres, notamment à l'activité économique, pour l'interrompre. Non pas de manière, enfin de plus en plus de manière radicale, parce que je pense qu'on a atteint quand même un chiffre proche des 4 milliards de l'humanité qui ont été comme ça confinés ou a vu son activité radicalement arrêtée. C'est une première mondiale. C'est une première et on est presque au bord de l'explosion au niveau mondial. Mais quelle est l'autopsie de la RDC précisément? Merci. Déjà, comme vous le disiez, au niveau mondial, on est au bord de l'explosion. C'est tout simplement parce que cette crise a une chose assez particulière, c'est que comme on est arrêté, on est confiné, il n'y a plus personne finalement qui peut aller travailler ou qui peut se déplacer librement. À la fois les personnes, mais aussi les biens et les services. Donc cet arrêt brutal de l'économie contraint finalement l'humanité à envisager, je dirais, le pire par rapport à l'activité économique. Et pour un pays comme le nôtre, c'est vraiment dramatique, parce que, comme on le sait, déjà un peu avant la crise, début de l'année 2020, on ne partait pas sur des bonnes bases. Notre pays est très dépendant du secteur minier, et tous les spécialistes avaient bien constaté que déjà les pays qui sont nos partenaires, donc nos clients habituels, avaient une demande en baisse de la plupart des produits qu'ils nous demandent, qu'ils nous achètent, et que cet impact risquait d'être assez sévère. Il y avait quand même de très fortes inquiétudes sur la possibilité, par exemple, de maintenir le budget au niveau où il avait été voté cette année par l'Assemblée nationale. Et donc, on ne commençait pas véritablement, si vous voulez, 2020 sur les meilleurs auspices. Donc, j'ai envie de dire que la crise du Covid, donc cet arrêt brutal de l'économie, vient se greffer déjà à une situation initiale très, très difficile. Dans ce contexte, pouvez-vous faire un choix entre sauver la vie humaine ou sauver l'économie? Mais c'est un choix qu'on n'a pas pu faire, on ne le fait pas de gaieté de cœur. On l'a simplement constaté, et je m'en réjouis, que les pouvoirs publics dans notre pays ont pris plutôt la décision que je pense est salutaire de protéger les vies. C'est-à-dire, lorsque le président a déclaré l'état d'urgence sanitaire, il a donc par la même occasion, disons, pris des décisions qui ont touché l'ensemble de l'activité économique. Mais je pense qu'au final, c'est lui qui a eu raison, parce que clairement, il a préféré protéger des vies plutôt que protéger l'économie. Mais ce que nous craignons, et ce que tout le monde craint et qui suscite des questions, c'est jusqu'à quand on peut maintenir, je dirais, cette interruption, ce qu'on appelle le lockdown, c'est-à-dire ce confinement, où toutes les activités sont à l'arrêt. Combien de temps ça va durer? Mais on voit déjà des signes, je dirais, qui pourraient aider à la décision, parce que depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, il y a plus d'informations qui ont émergé. Donc on arrive à un niveau, je dirais, pas encore complet de contrôle, mais on sait plus ou moins qu'en Afrique, de manière générale, et comme dans notre pays, la pandémie semble avancer moins rapidement que ça n'a été le cas dans les économies plus grandes, plus fortes. Contrairement quand même aux attentes, aux prévisions. Oui, de la communauté internationale qui était très très pessimiste. Mais nous devons constater, c'est vrai qu'on ne sait pas encore tout, comment les choses vont évoluer, mais jusqu'à ce stade, j'ai envie de dire Dieu merci,
ce n'est pas encore d'ampleur, je dirais, catastrophique sur le plan sanitaire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas catastrophique sur le plan économique. Sur le plan économique, ça se traduit par des pertes d'emplois, par la disparition de certaines activités. Et dans le cas d'espèces, ce qui nous concerne dans notre pays, nous avons quand même un niveau d'informalité de l'économie, c'est-à-dire le gros de l'activité économique se déroule en dehors des circuits formels. Eh bien, ces activités-là sont vraiment durement touchées. Et comme c'est celles qui font vivre la quasi-totalité de la population, on a quand même du souci à se faire. Vraiment, de gros soucis à se faire, surtout que rien n'est prévu par rapport à la soutenabilité. On ne prévoit rien, il n'y a pas de projections assez claires et nettes. Pourtant, c'est le gros lot de l'économie. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne fait rien ou que rien n'est prévu, mais tout simplement, c'est que, comme il s'agit jusqu'à ce stade essentiellement de mesures macroéconomiques, c'est-à-dire des mesures qui cherchent à assurer, je dirais, à s'assurer que l'ensemble des infrastructures économiques ne s'effondrent pas, et n'ont pas en soi un impact immédiat sur la situation de tout un chacun. C'est comme ça qu'effectivement le public a raison quand il a l'impression que ces mesures sont très éloignées de ses préoccupations, ne résolvent pas a priori son problème du quotidien. Mais il demeure que ces mesures-là sont très importantes parce que, par exemple, il fallait s'assurer que la monnaie ne dérape pas complètement. Je crois que la semaine dernière encore, la Banque centrale a fait un certain nombre d'annonces qu'elle intervenait pour essayer de soutenir sur le marché de change, oui, justement, pour essayer de soutenir la devise congolaise, le franc congolais. Ça, ce sont des mesures indispensables. Parce que même par rapport au système financier international vers lequel nous nous sommes tournés pour obtenir l'allègement, par exemple, du service de la dette, le report d'un certain nombre d'obligations, etc., afin qu'il y ait des moyens à orienter vers la lutte contre les effets de la pandémie, eh bien, même alors, il nous fallait un peu de temps et je dirais un peu de moyens pour que, justement, ces mesures-là commencent à donner, je dirais, leurs premiers effets. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on parle d'économie informelle, précisément, c'est qu'il manque également les canaux par lesquels on peut intervenir et les canaux par lesquels on pourrait soulager ces acteurs-là, qui sont les plus nombreux. C'est-à-dire, ne rien faire pour eux, c'est presque comme ne rien faire pour la population de manière générale. Et se préoccuper simplement de ce que peut être le souci des argentiers internationaux, la Banque mondiale, la BAD, etc. Donc, à mon sens, il faut faire les deux. Et en direction des PME, ce qui manque maintenant, ce que nous découvrons, c'est qu'il y a peu de structures adaptées, n'est-ce pas, pour intervenir en leur faveur. Si vous voulez, une première piste, par exemple, ça serait d'approcher les institutions qui font du crédit aux agents de l'économie informelle pour d'abord faire un état des lieux de la situation, voir dans ces acteurs-là ceux qui pourraient très rapidement reprendre leur activité, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les plus gros dans l'économie informelle, c'est des gens qui font des très grands déplacements, qui vont sur des marchés asiatiques, qui vont sur des marchés, je dirais, ouest-africains, etc. Tous ces acteurs-là, ils ont besoin de soutien. Même si on ne les a pas totalement identifiés, mais une action, une réflexion devrait être entamée pour aller dans ce sens. Nous, à l'université, nous avons évoqué, je dirais, ces pistes-là comme étant des pistes possibles pour l'après-pandémie, parce que nous considérons tout simplement que l'économie informelle n'est pas le problème, elle est peut-être une partie de la solution, mais il a besoin d'incitants. C'est-à-dire ceux qui comprennent déjà pourquoi les gens ne formalisent pas rapidement leur activité pour passer d'un secteur à l'autre. Mais je pense que là, c'est une question de responsabilité publique. C'est aux acteurs politiques, aux différentes institutions de réfléchir ou d'accompagner notre réflexion pour que ça débouche vers une décision qui permettrait d'accompagner ce passage-là par des incitations.
hein, il faut aussi que toutes les mesures qui ont été prises en faveur des entreprises, on va dire classiques, trouvent, je dirais pas par un mécanisme de copier-coller, mais par un mécanisme plus adapté, que ces décisions-là soient déclinées aussi en faveur du secteur informel pour les accompagner. Ça serait un bon signal. Par exemple, de dire, bon, dans le mois, quand c'est possible, il y a une certaine enveloppe, je crois que le Premier ministre en a parlé, mais qu'il faut ensuite que rapidement un certain nombre de gens, peut-être du ministère des PME ou bien du Fonds de promotion de l'industrie, accompagnent celles des entreprises qui veulent déposer des dossiers. Oui, et la Banque centrale. Parce que, aussi, et la Banque centrale et d'autres institutions économiques et financières du pays pour que les éventuels bénéficiaires ne soient pas seuls. Parce même qu'ils si le n'ont pas... montant n'est pas si énorme. Et Oui, le gouverneur de la Banque centrale disait que justement, les gens pouvaient contracter des prêts selon leurs limites. Oui. Il ne faut pas exiger des gros montants. Oui, forcément. mais encore, je crois que comme ça n'a pas fait partie de nos pratiques et que c'est un élément nouveau, entre guillemets, eh bien, il faut un accompagnement pour que la mesure ne retombe pas à plat, pour que les fonds ne soient pas dilapidés, pour qu'on sache clairement de manière technique si ces procédures-là peuvent donner des résultats concrets. Donc, la crise ne doit pas être l'occasion d'un sauve-qui-peut, où on fait tout vite, hein, parce qu'il faut faire quelque chose. Non, il faut le faire avec calme, de manière réfléchie. Ça a toujours été mon point de vue sur cette crise, c'est que la crise est grave, mais il faut rester calme. Hein, et pas perdre d'optimisme. Je dis toujours d'ailleurs aux ménages qui nous suivent, hein, monsieur tout le monde, si vous avez des choses de prévues, faites ces choses-là. Peut-être pas avec l'ampleur que vous aurez souhaité en situation normale, mais il faut quand même continuer à le faire. Se replier sur soi-même en disant je ne bouge pas, comme ferait peut-être l'escargot, jusqu'à ce que la tempête soit passée, c'est une très mauvaise décision. Il faut continuer à se confronter à ces difficultés-là au quotidien pour petit à petit commencer à développer cette capacité qu'on appelle la résilience, hein, qui va vous permettre de retrouver des réflexes, n'est-ce pas, de crise, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on essaie de garantir la vie, la possibilité d'agir comme si on le faisait en situation normale, même si ce n'est pas exactement le cas. C'est très très important parce que sinon, c'est toute la machine économique qui se grippe, hein, et c'est la faillite. Donc c'est ce qu'il faut éviter à la fois en tant que société, en tant que pays, en tant qu'individu, hein, dans un ménage ou en tant qu'entreprise. À côté de ça, il y a des catégories spécifiques, des PME qui ont contracté des prêts. C'est vrai qu'on a pensé au rééchelonnement, mais dans l'entretemps, les activités sont pratiquement grippées. Quel sera leur sort, vous qui vouliez parler de la résilience? Certaines vont malheureusement disparaître, parce que c'est le cycle normal, je dirais, de la vie d'entreprise. Ils disparaîtront avec des prêts contractés. Oui, parce que bon, une faillite, c'est quand même une procédure qui existe, qui est prévue par la loi, etc. Pour les entreprises pour lesquelles ça ne sera pas possible, ça sera la faillite malheureusement, mais les pouvoirs publics ont la responsabilité d'essayer de réduire autant que possible ces phénomènes. Il ne faudra pas que ça soit la débâcle, il ne faudra pas que ça soit, je dirais, disons que ces circonstances arrivent sans que l'État ne tente de faire quelque chose. Alors on peut me faire le reproche de toujours dire mais l'État, c'est comme si les autres n'ont rien à faire. Oui, mais dans la situation qui nous concerne, c'est presque le cas. Parce qu'on voit que même ailleurs, c'est l'État, c'est les pouvoirs publics qui sont le tout dernier rempart devant une crise de cette ampleur. Il n'y a que lui qui a, je dirais, la stature nécessaire, à la fois pour garantir, c'est déjà le cas pour ceux qui ont contracté des emprunts, etc., et qui peut avoir la volonté ou qui peut exprimer la volonté politique d'une reprise, je dirais, de type inhabituel, n'est-ce pas, comme mettre de l'argent frais directement entre les mains des entrepreneurs. Il y a quand même des secteurs qu'on pourrait identifier comme, je dirais, prioritaires et pour lesquels on devrait simplifier les procédures avec la seule préoccupation que l'argent arrive aux gens. Mais je fais le bémol, parce qu'on est au Congo, on connaît notre situation,
qu'on ne doit pas le faire dans la panique. Il faut quand même définir des conditions d'accès qui soient extrêmement rigoureuses afin d'éviter que l'argent de tout le monde soit dilapidé. Vous savez que quand il y a des situations comme celle-ci, les mafias ne sont pas très loin. Tout à fait. Les mafias ne sont pas très loin et c'est aussi l'occasion de se poser la question de savoir si un autre modèle économique est possible. Tenez, madame, dans notre pays, l'importation des biens de première nécessité est vraiment astronomique. Oui. Quand vous êtes dans votre propre maison, oui, à voilà, vous êtes dans votre propre maison, vous regardez vos propres comportements de consommateurs, vous êtes étonné de voir que vous n'avez pratiquement rien qui vous vient. Mais même dans nos propres maisons, on mange, on consomme à l'extérieur, et c'est très préoccupant, surtout dans les classes les plus éduquées, celles qui devraient être au courant que notre pays est sous-développé et qu'il faut soutenir son économie. C'est justement celle-là qui, en fait, est consciemment ou inconsciemment arrimée à la consommation étrangère, occidentale ou asiatique. Hein? Il faut que nous fassions ce gros effort, je dirais, de réflexion pour essayer de recentrer un certain nombre de choses. Pourquoi ne pas, ça a été aussi évoqué, entreprendre une réflexion. J'insiste toujours sur ce mot parce que je ne crois pas dans les solutions magiques. Je pense qu'il faut d'abord un travail de recherche assez approfondi pour prendre la bonne décision en matière de filières agricoles. Quelles sont les bonnes filières agricoles qui pourraient être relancées pourvu qu'elles servent à la consommation, je dirais, immédiate et qu'elles viennent renforcer, je dirais, notre capacité en matière des besoins de première nécessité. Est-ce qu'on peut se poser la question de résoudre cette question, la problématique plutôt de l'importation des vivres? Est-ce que c'est normal de manger et de boire des produits qui sont manufacturés en dehors de l'espace national? Non seulement ce n'est pas très conseillé par rapport à la santé, mais aussi ça vous coûte plus d'argent. Plus d'argent, ça a un impact environnemental effrayant. Donc, toutes les raisons pour abandonner ces pratiques existent aujourd'hui. Et la crise crée l'opportunité justement de réfléchir autrement et, je dirais, de lever des options quant à ce. Ça pourrait être, je dirais également, les premières préoccupations après la pandémie. Quelle possibilité y a-t-il de relancer ensemble et gouverner l'économie? Bon, la première, si vous voulez, l'initiative, pour moi, elle doit d'abord venir des gouvernants. Je n'ai pas cessé de le dire. Mais ce qui peut être attendu de nous, je dirais, en tant que gouvernés, c'est une attitude responsable. C'est-à-dire qu'on comprenne bien qu'on est dans une situation exceptionnelle. Hein, je crois que le public doit bien comprendre ça, que la situation est exceptionnelle. Il faut vraiment en être conscient. Et moi, je m'inscris en faux aux yeux de tous ceux qui pensent que la pandémie, ça ne concerne qu'une certaine catégorie, c'est pour les gens qui voyagent, c'est pour les gens qui sont nantis, etc. C'est faux. C'est une maladie qui est là, vous l'avez répété, l'ennemi est invisible. Donc nous devons avoir l'attitude d'un peuple qui se sait en conflit avec un adversaire ou un ennemi qu'il ne peut pas voir et qui a besoin de ses scientifiques pour l'éclairer. On a encore une attitude assez ambivalente quand il s'agit des intellectuels ou, si vous voulez, des chercheurs en particulier. Dans les intellectuels, je pense aux chercheurs. Il faut leur donner les moyens. La requête qui a été faite par le prof Muyembe a été acceptée par le président de la République et son gouvernement. Je crois qu'il faut rapidement que ces moyens parviennent et que la capacité de riposte monte en puissance. Mais du point de vue économique, je crois qu'on a aussi besoin de constituer une task force équivalente à ce qu'est la riposte épidémiologique. Et que cette task force soit placée sous l'autorité soit du président de la République lui-même à travers son Premier ministre et son ministre des Finances, qui conduisent la réflexion et que régulièrement, comme on a
je dirais, une mise à jour de l'information épidémiologique, on ait une mise à jour de l'information scientifique. Quelques collègues m'ont aussi reproché d'être extrêmement optimiste par rapport à cette pandémie en disant qu'on va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir parce que c'est l'issue de toute crise. Quand il y a une crise, eh bien, il y a un début à la crise et puis il y a une fin à la crise. Mais il y a quand même tout des dépend, principes à voilà, tout respecter. dépend comment vous vous êtes préparé à sortir de la crise. Et pour sortir de la crise par le haut, je pense que c'est des décisions courageuses. Je réorienterai, si ça me concernait directement au niveau de la décision, je ferai en sorte qu'on réoriente les ressources vers le marché intérieur. Développement des infrastructures intérieures, permettre par exemple aux 19 provinces qui ne sont pas touchées, on a déjà 2-3 semaines de confinement, on a à peu près un tableau assez précis de l'évolution dans notre pays, donc on peut prendre la décision de déconfiner progressivement, mais un peu plus vite là où il n'y a rien, c'est vital pour l'économie. Et ça va peut-être susciter des nouvelles opportunités économiques. Des provinces qui commerçaient moins vont peut-être se tourner les unes vers les autres, dès lors qu'elles ne peuvent plus recourir à des importations traditionnelles. Je suis par exemple en train de constater que qui sont les agents économiques ou les acteurs du secteur économique qui viennent en aide assez rapidement, qui se mobilisent très vite, ce sont les communautés étrangères. Les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, etc. Pourquoi ? Peut-être qu'ils ont bien trouvé... Non, parce qu'ils ont des ressources. Ouais. Je crois en leur sincérité, ce sont nos partenaires depuis très longtemps, ils sont dans ce pays depuis très longtemps, ils ont leur place avec nous, mais ils sont plus... aussi la part du mais justement parce qu'ils sont plus riches. Et il faut savoir, madame, que les nationaux dans l'activité d'import-export ont disparu. Par le fait du pays. Oui, mais c'est 30 ans, 40 ans plus d'absence de politique économique qui a amené à ce résultat. Surtaxation. Voilà. Alors maintenant, il faut profiter de la crise pour que cette situation commence à s'inverser. Ça va prendre du temps, mais il faut maintenant poser des jalons pour que cette tendance-là se modifie et se modifie sensiblement. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la banque ? Non. Est-ce qu'il y a des Congolais dans les institutions, des petites institutions financières ? Non. Peut-être 2-3 associations religieuses, mais c'est tout. Donc moi, je crois que la crise, c'est toujours des opportunités. Voilà des problèmes qui sont, je dirais, mis en exergue du fait de la crise et qui sont eux-mêmes la solution, parce que si on commence à chercher à transformer ces situations, on peut obtenir demain des résultats économiques assez intéressants. Nous sommes surveillés par le FMI notamment parce qu'avec les facilités de crédit rapide nous accordées, la condition c'est ne plus retomber dans le déficit public qui était le cas il y a encore quelques semaines avec la volatilité et tout ça. Mais on se rend compte que même les impôts de 2019 n'ont pas été payés alors que nous sommes un pays où on continue à marteler sur la maximisation des recettes. Là, c'est une problématique un peu complexe parce que, comme on l'a dit quand nous avions commencé, la crise du Covid venait sur une situation qui était déjà difficile. Et qui justement a été impacté par ce que vous disiez là, au sujet du crédit, au sujet des impôts et de l'état des finances publiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut préconiser une sorte de remise en ordre de ces pratiques. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement, en premier lieu, d'essayer de ramener les agents économiques à beaucoup plus de civisme fiscal, même en situation de crise, parce que je crois que les premiers signaux de politique économique qui ont été décidés l'ont été envers justement ceux qui étaient redevables vis-à-vis du Trésor public. On a commencé d'abord par les rassurer qu'on va les accompagner, mais ça ne les dispensait pas des obligations dues. Donc je pense qu'avec ce que le gouvernement leur a accordé, je l'ai dit à d'autres de vos confrères, que ce n'était pas un chèque en blanc. Donc il faut aussi que les entreprises rendent, entre guillemets, je dirais l'ascenseur en favorisant, par exemple, l'accès du public, en maintenant le niveau des prix, etc. Même si c'est difficile parce que l'agent économique a tendance à anticiper les situations,
hein, et il a une confiance très relative dans ce que le politique peut faire dans un sens ou dans un autre. Hein, on est dans un milieu où on ne se fait pas toujours confiance, et le manque de confiance a tendance un peu à rendre inefficace la politique économique. Mais j'ai bon espoir, parce que la pandémie n'épargne personne. Hein, elle n'épargne ni les entreprises, ni les ménages, ni les pouvoirs publics. Donc c'est dans la solidarité des actions, hein, et dans je dirais, cette attitude responsable des uns et des autres que l'on peut progresser. Il faut progresser. Je les inviterai à reconsidérer leur position quand c'est possible, à ouvrir, je dirais même, des discussions bilatérales avec les pouvoirs publics quand c'est un peu plus difficile, parce que les entreprises qui sont menacées de fermeture ou de faillite, ils doivent aussi essayer de se battre avant de rendre les armes. Celles qui, du coup, baissent les bras ou jettent l'éponge, c'est qu'elles étaient déjà en situation très, très difficile avant. Mais je pense qu'elles peuvent se battre pour survivre. On parlait des institutions de Bretton Woods. Une question du commun des mortels, mais qu'on peut se mettre sur cette table, c'est est-ce que ces institutions peuvent aider réellement les pays à se développer? Très bonne question, très vaste question. Hein. Une polémique existe même entre nous, hein, à ce sujet. Mais ce que j'aimerais que le public retienne, c'est qu'en général, les institutions internationales accompagnent les pays qui en font la demande. Le FMI ou la Banque mondiale, ce ne sont pas des gendarmes au sens classique du terme, des gens qui débarquent chez vous, se mettent à fouiner partout et puis à vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, on part du principe que les pays sont demandeurs. Les pays formulent leurs intentions, généralement à travers leur autorité monétaire ou leur autorité gouvernementale. Hein, c'est le président ou le Premier ministre qui dit voilà, nous, en pays X ou Y, nous souhaitons ça. Et ensuite, le FMI passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il pose un certain nombre de conditions, il commence par faire son examen, il vient se rendre compte que tout ce que vous avez dit, c'est effectivement le cas, et puis il négocie avec vous les conditions dans lesquelles il peut vous prêter. Parce qu'à l'issue de ce diagnostic, ils peuvent vous dire, bon, nous pensons qu'avec tant, vous pouvez vous en sortir. Et le pays dit non, c'est peu, ou c'est pas assez, ou le pays est surpris qu'on lui en donne un peu plus, et c'est la bonne nouvelle. Mais généralement, toutes ces étapes-là se discutent. C'est très important que le public le sache. Ce ne sont pas des impositions au sens, on va dire, d'injonction judiciaire ou d'injonction de police. Ensuite, la question du développement, c'est que il faut voir, je dirais, l'action de ces institutions sur le temps long. Hein, la réponse est clairement non. Il n'y a pas de pays qui, en s'appuyant uniquement sur les institutions internationales, se soit sorti d'affaire. Mais les institutions internationales aident plutôt le pays à se doter d'une réflexion du développement qui soit pertinente. La question du développement, nous l'avons posée de manière un peu, si vous voulez, à la manière de slogan, hein, sur les 50 ans ou les 60 ans d'indépendance, à des moments réguliers. Hein. On a lancé des plans quinquennaux, des objectifs 80, des révolutions de la modernité, etc. Et j'en passe. Mais maintenant, voilà l'opportunité d'avoir une réflexion sur le développement qui vaille la peine. Et moi, là, j'inviterais même les gouvernants à essayer de bâtir des consensus nationaux, à faire en sorte que ces questions dépassent les clivages politiques, n'est-ce pas, pour être considérées comme des questions qui doivent recueillir l'assentiment de toute la nation. Parce qu'un mandat politique, c'est un mandat politique. Ça dure soit 5 ans, soit 2 fois 5 ans. Peut-être que le parti peut conserver encore le pouvoir, mais il y a les autres. N'est-ce pas? Et sur des questions qui vont, elles, quand on va s'y lancer, demander 30 ans d'efforts. N'est-ce pas? Dans 30 ans, nous serons vraiment à la fin de notre vie, n'est-ce pas? Donc nous devons réfléchir le développement pour les gens qui seront en pleine activité dans 30 ans. Donc leurs priorités, est-ce que ce sont nos priorités? Est-ce que nous pouvons nous projeter comme ça pour penser les bonnes filières, etc. Et donc, là, c'est clair qu'il faut une participation la plus large possible. Souvent, on dit qu'il faut tous les acteurs autour de la table, mais au-delà des actions, il faut des études pour mettre en place
des outils qui vont générer des évidences, et sur base de ces évidences, on pourra dire, dans tant d'années, nous pourrons être un pays développé. Nous savons qu'il nous manque environ entre 60 et 100 000 kilomètres de route, et que les asphaltés coûtent cher. Mais pour qu'on décide de les faire, il faut bâtir un consensus pour que, même si les majorités changeaient, ce cap-là soit maintenu. Les infrastructures, la diversification économique, dans un pays où l'activité industrielle est tombée à 1% ou moins d'1%, dans un pays où le déficit énergétique est de plus de 800 mégawatts, etc., il y a des problèmes. Donc il faut que tout ce qui va être initié dans ce sens-là se fasse de manière entendue, que tous les Congolais, qui soient de n'importe quel bord politique, soient d'accord que notre chemin du développement passe par là. Moi, par exemple, madame, je vous dirais que je trouve important que nous réfléchissions à la possibilité de financer une transnationale qui unisse toutes les provinces sur 25 ans ou sur 30 ans. Faire une route qu'on appelle la transnationale, faite avec des ressources congolaises, avec une expertise congolaise, de village en village, de ville en ville, de province en province, qui nous prennent 30 ans, 40 ans. Mais ça, c'est un projet pharaonique qu'il faut faire partager, n'est-ce pas? Et l'occasion de la crise, c'est que des réflexions comme celle-là, qui hier peut-être n'avaient pas leur place, deviennent possibles. Parce qu'on se dit, demain, on se rend compte, aujourd'hui on se rend compte que c'est difficile d'avoir du piodi sur les 6 prochains mois. Est-ce qu'on ne devrait pas passer du piodi finalement au tilapia élevé? Ça va pareil avec le riz. Le riz, pourquoi quand on était enfant, nous autres, on mangeait du riz de Bumba, et pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Parce que les régions ne peuvent pas commercer, échanger les unes avec les autres. Donc voilà des questions nationales qu'il faut poser, et pour lesquelles je crois que si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les institutions financières internationales sur ces projets-là, on peut leur dire, ce projet-là, il est congolais. Il va être fait par des Congolais, il prendra peut-être 100 ans, c'est une façon de dire, mais si les Congolais sont d'accord pour faire ça, ils le feront eux-mêmes. Hein, on le sait tous, quand on a un parent difficile, hein, et qu'on veut une certaine chose parce que lui ne peut pas comprendre qu'étant jeune, vous avez besoin d'une petite radio à vous, ben vous allez la financer avec l'argent qu'on vous donne pour acheter les beignets de l'école, n'est-ce pas? Donc on peut trouver le moyen de financer ces infrastructures dont les institutions internationales ne veulent pas toujours, par nos propres deniers, en serrant la ceinture. On n'a pas encore évoqué cette question de la solidarité nationale. La crise ici a montré que dans pratiquement tous les pays, les institutions publiques se sont montrées solidaires du grand public, se sont montrées solidaires des populations, ont renoncé à un certain nombre de choses, peut-être des salaires, peut-être des avantages, ainsi de suite, mais nous attendons encore que ce geste-là soit posé. C'est vrai, il va être symbolique, il ne sera pas très important, mais pour l'opinion, je pense que c'est important de savoir que les animateurs des institutions sont solidaires de la grande majorité et qu'ils consacrent une partie dorénavant de telle catégorie de ressources à la lutte contre la pandémie. Et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames, messieurs, c'est ici qu'on marque un stop. À ce stop Covid, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite. Au revoir.